Tous les dimanches, 1h, 2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmit.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux qui sera globalement consacrée aux conséquences de l'ouragan Matthew et les perspectives de réhabilitation des zones affectées. Nos invités, l'ambassadeur français en Haïti, Mme Elisabeth Béton-Delay, qui sera interrogée sur l'aide apportée par la France après le passage de l'ouragan et aussi sur le dossier des élections. Notre deuxième invité, l'ancien ministre des TPDC, Franz Verella, qui va faire une réflexion sur ce qui peut être fait pour assurer le relèvement des zones touchées. Notre troisième invité, l'ancien secrétaire d'État à la production animale, Michel Chancy, qui nous parlera de projets élaborés pour venir en aide aux victimes à travers une distribution de cabris. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Alors, nous avons avec nous l'ambassadeur de France en Haïti, Madame Elisabeth Béton-Delay. On va parler un peu de l'aide française à Haïti après l'ouragan Matthew et parler autres questions d'actualité. Madame l'ambassadeur, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux sur RFM. Bonsoir. Alors, Madame l'ambassadeur, depuis le passage de l'ouragan Matthew sur Haïti, il y a la communauté internationale qui est mobilisée, dont la France qui est pour apporter de l'aide aux sinistrés. Oui, nous nous sommes mobilisés tout de suite après la catastrophe et notre action s'est vraiment inscrite dans l'urgence. Donc on a eu deux avions qui sont arrivés le 11 octobre avec du fret humanitaire, mis en place par le centre de crise qui est notre centre opérationnel au ministère des Affaires étrangères, et ça consistait essentiellement en de l'aide humanitaire ciblée d'une part sur l'eau, tout ce qui a trait à la potabilisation de l'eau, et l'autre part la santé, c'est-à-dire les médicaments d'urgence. Alors parmi le point saillant, ça a été la mise en place de façon temporaire, donc pendant la période de l'urgence, de 2 grosses stations de potabilisation qui sont opérées par 60 agents de la sécurité civile, donc ce sont en fait des usines, des usines mobiles, et qui donnent actuellement de l'eau à Jérémie pour 13 000 personnes et qui peuvent monter encore en capacité d'ailleurs. Donc on prend de l'eau sale qui arrive par des camions de la rivière. Cette eau est traitée et devient de l'eau propre qu'ensuite la DINEPA répartit dans Jérémie, dans les communes avoisinantes. Alors ça, c'est une partie du dispositif. Et puis d'autre part, il y a d'autres unités de potabilisation qui sont plus petites, qui sont celles-ci opérées par des ONG, en particulier l'ONG Acted, en liaison avec la DINEPA toujours, bien sûr, puisque la DINEPA est le centre opérationnel. Alors ça, c'est le premier point. Je crois que c'est très très important, l'eau, parce que l'eau c'est évidemment vital, et puis une eau propre, c'est la garantie pour éviter des épidémies, notamment le choléra, bien sûr. Et l'autre volet, c'est un volet santé. Je répète, des médicaments, des kits choléra, 1 million de pastilles aussi de potabilisation, et des équipes sur le terrain qui sont arrivées un peu plus tard. On a une équipe actuellement à l'hôpital de Jérémie, une autre au CAI, qui soigne, qui opère, enfin en tout état de cause au CAI, ce sont des urgentistes qui font des opérations. Et on a de façon plus dispersée sur le territoire, dans la Grand'Anse, on a des équipes de pompiers qui sont venus, de pompiers volontaires, donc qui sont venus, si je puis dire, volontairement, et qui apportent leur soutien à des sections communales très très isolées, tout ceci en étant piloté en relation avec l'association des maires de Grand'Anse. Voilà pour dire l'essentiel. L'autre point qui est déjà la post-urgence, c'est que nous avons augmenté notre appui en aide alimentaire. Alors selon la méthodologie que l'on pratique, c'est-à-dire on fait des achats locaux, il n'est pas question d'importer des produits de l'extérieur, donc on va acheter dans le Nord et on donne pour les cantines scolaires.
Alors, pourquoi vous avez choisi le secteur de l'eau potable et aussi de l'assainissement, quoi, si je peux, la santé, quoi? Parce que c'est des secteurs d'excellence de la France où on a une vraie valeur ajoutée. Donc, d'une part, et puis d'autre part, dans une crise comme celle-ci, c'est évidemment, je dirais, les premiers réflexes. Je dirais, il y a en gros dans les protocoles d'urgence, bien évidemment, suite à une catastrophe comme celle-ci, l'eau, santé, c'est une première réponse, sachant que tout ce qui touche l'aide alimentaire, c'est le programme alimentaire mondial. On sait qu'il y a eu quelques cafouillages en ce qui concerne la distribution de l'aide. Comment ça a été vécu par les humanitaires français qui sont sur place? Des humanitaires français, moi, ce qui me revient, si vous voulez, les ONG qui sont sur le terrain, comme Médecins du Monde ou Acted, elles sont pas directement dans la distribution, mais là où les choses sont bien préparées, c'est-à-dire où il y a la population est avertie, où les communautés villageoises sont préparées, moi je comprends que ça se passe correctement. Les gens sont disciplinés, en particulier dans les mornes. En tout cas, c'est ce qui nous revient. Ce qui nous revient aussi, malheureusement, notamment de nos pompiers, c'est qu'il y a encore des communes très isolées qui n'ont pas encore eu de secours. Alors, je crois qu'il faut bien être conscient de la difficulté. En fait, c'est des communes qui sont accessibles en âne, en moto et à pied. Donc, c'est pas du tout simple. Et encore faut-il que les pistes soient pas obstruées. Moi, je pense qu'il faut faire très attention, que l'urgence doit aller de pair avec une bonne préparation. Et c'est évidemment pas facile, c'est sans doute ce qu'il y a de plus difficile. Je veux dire, quand on livre des containers de nourriture ou d'autres choses, je dirais, on a fait la première partie du travail. Il y a la deuxième qui est celle de la distribution, et ça doit se faire évidemment, me semble-t-il, avec les populations concernées et communautés villageoises, sections communales. Je crois que ça c'est vraiment important parce que c'est là où se joue, si je puis dire, d'une certaine façon la réussite de cette opération d'urgence. Alors, Madame l'ambassadeur, on sait que la question de l'eau est très importante aujourd'hui, avec notamment la recrudescence des cas de choléra dans tous les départements qui ont été affectés par l'ouragan Matthew. Est-ce que ces spécialistes français qui sont sur place, est-ce qu'ils vont rester encore quelques temps dans les régions de la Grand'Anse, les régions affectées, pour permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable en attendant que la DINEPA fasse le relais? Je crois que le dispositif d'eau tel qu'il est construit est un dispositif où, enfin je ne crois pas, je sais, où à côté d'installations temporaires, c'est le cas de nos grosses unités à Jérémy, il y a des installations qui sont des dons. Je veux dire, la Fondation Suez, la Fondation Veolia ont donné des unités de potabilisation. Celles-ci, elles ont vocation à rester. Elles ont donc tout le si vous voulez, l'enjeu, c'est d'arriver là où il y a des installations temporaires à trouver des solutions de remplacement, soit de transition, le temps que la DINEPA répare les réseaux, c'est Jérémy par exemple, soit pérenne. Et pour la santé, c'est aussi le cas? Mais pour la santé, je crois qu'il faut pas mélanger les sujets parce que il y a un dispositif de santé, de centre de santé, notamment dans la Grand'Anse, qui est opérationnel. Je dis pas qu'il est 100% satisfaisant, mais qui était opérationnel. Et notamment sur la prévention du choléra, on ne part pas de rien. On part pas d'une situation où les gens n'ont aucune sensibilisation. Moi, je suis frappée de voir que, par exemple, dans ces unités qui sont installées dans des endroits reculés, il faut que l'ONG ou que le technicien soit le premier à boire, parce que les gens ont une méfiance. Donc, ils ont cette notion au propre, au sale, contamination. Donc, d'une part. D'autre part, il y a un plan si on parle de choléra, il y a quand même un plan qui a été mis en place, qui a été avec l'ensemble des partenaires par le ministère de la Santé. Enfin, il y a un plan qui a été élaboré. Et je crois que ce plan, il est toujours valable. Il faut faire très attention, me semble-t-il, de ne pas aborder la question du choléra uniquement sur l'urgence.
Le choléra, c'est la maladie de l'eau sale, de la saleté en général et de la pauvreté. Voilà. Si on améliore ces conditions-là, avec un suivi ciblé des populations à risque ou contaminées, on fait déjà un grand pas. Je crois qu'il n'y a pas de solution miracle à aucune épidémie, mais je pense que sur l'affaire du choléra, il est vraiment important d'être sur des actions de long terme qui touchent l'environnement, à côté de la vaccination qui est un élément de la réponse. Donc on peut dire que c'est les humanitaires français qui sont sur place. En tout cas, Haïti peut encore compter sur l'aide de la France pour gérer cette catastrophe que représente le passage de Matthew sur les régions affectées. Il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau stricto sensu de l'urgence. Celui-ci, il va entraîner le départ des urgentistes. C'est ce qui va se passer durant le mois de novembre. Deuxièmement, il y a une relève, si je puis dire, silencieuse et discrète, qui est celle de tous les réseaux de solidarité et notamment ceux qui se sont créés entre collectivités territoriales. Donc vous avez là des personnes qui se mobilisent, ça peut être des médecins, ça peut être des pompiers, comme je vous l'ai dit, qui ont leur réseau déjà, parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec telle ou telle commune, et donc ça, c'est un appui plus discret, plus modeste, mais qui va toucher des localités très précises. C'est positif. On a un médecin, par exemple, là, qui part à Abricot, une pédiatre, qui va rester un mois ou plus. Bon. On a parallèlement des collectivités territoriales qui votent des aides pour Haïti. Bon, cette fois-ci c'est de l'argent qui vont arriver pour telle ou telle commune, pour la restauration de telle école ou la nourriture pour 500 enfants pendant 3 mois. Oui, c'est des choses comme ça dont on n'a pas forcément toute la cartographie, mais je crois que c'est important. Et puis le deuxième niveau, bien sûr, c'est que derrière, on a des projets de développement qui étaient soit en cours, par exemple un projet de santé maternelle et infantile dans la Grande-Anse, notamment, qui est conduit par l'Agence française de développement. Celui-ci, il continue. Non seulement il continue, mais il va s'adapter au nouveau contexte. Et c'est vrai aussi des projets que nous avons en préparation, notamment dans le domaine de l'agriculture, donc toujours Agence française de développement. Il est bien évident que notre projet d'appui aux filières cacao, vétiver et café, il faut le repenser en fonction de la catastrophe qui vient d'arriver. C'est vrai aussi dans le domaine du changement climatique. Donc, et là, je crois que c'est un travail collectif. Tout le monde est en train, je veux dire, tous les partenaires sont en train de regarder comment adapter à cette triste nouvelle donne les programmes qui touchent le Sud, et c'est ce que font aussi les grandes institutions internationales, Banque mondiale, Banque interaméricaine de développement. Parce que Madame l'ambassadeur Isabelle Béton-Delegre, on parle de la gestion de l'urgence, mais il y a beaucoup de personnes aussi qui soulignent la nécessité de penser à la recapitalisation, à la relance de l'économie, la reconstruction dans ces zones. Alors comment la France compte-t-elle aider peut-être à travers l'Union européenne? Comment ça va se faire? Alors il y a d'une part l'Union européenne, vous avez raison, là qui a annoncé 20 millions supplémentaires. Et sur cette question-là, nous parlons de zones d'abord agricoles. Il y a 75% de la population des 2 départements qui est une population agricole. Donc celle-ci, elle a impérativement besoin de nourriture d'un côté tout de suite, et puis de semences et d'outils pour pouvoir tout de suite se mettre à planter notamment des cultures à cycle court qui permettraient rapidement d'avoir de remonétiser l'économie. Alors là, il y a toute une série de projets qui sont annoncés, qui sont sur cash for work. Ceci se fera par le biais de l'Union européenne. Parce que effectivement, la filière agriculture, c'est très important pour cette région du pays. La filière, c'est capital. Alors là aussi, mais c'est un peu prématuré d'en parler, mais nous sommes en train de mettre en relation, je dirais, des offres pour les faire coller avec les besoins, en essayant de travailler avec des associations villageoises ou des groupements haïtiens, je veux dire, qui travaillent avec les associations villageoises, et en particulier sur le petit cheptel.
les cabris, essayer de reconstituer le cheptel en cabri, parce que les petits animaux, c'est le fond de roulement aussi, les paysans. Alors on a différents axes de travail, mais là c'est un peu prématuré pour vous dire exactement ce que nous allons faire, parce que ça serait, il faut que nous travaillions plus avec les partenaires. Bon, justement, en ce qui concerne la coopération internationale vis-à-vis d'Haïti après le passage de l'ouragan Mathieu, tout le monde se rappelle quand même ce qui s'est passé en Haïti après le séisme du 2 janvier, plusieurs milliards de dollars qui ont été investis en Haïti, mais pour très peu de résultats. Comment, selon vous, on pourrait corriger la situation sur le terrain pour éviter duplication, etc., gaspillage de fonds, etc., par encore des membres de la communauté internationale? Et je crois d'abord que la situation est totalement différente. Totalement différente. 2010, c'est Port-au-Prince. Je veux dire, c'est le cœur de l'État qui est touché physiquement, hein, et donc le centre de pilotage qui ne fonctionne plus. Ici, c'est l'inverse, c'est-à-dire vous avez un État, une administration qui sont en mode habituel, si je puis dire. Donc, d'une part, vous avez eu l'affirmation du gouvernement de sa volonté de piloter les choses, et c'est ce qui se passe, avec des structures de coordination qui, à mon avis, sont très utiles, hein, le centre de secours, le COUN et le COUD. Bon, ce qui manque, c'est l'échelon du dessous, l'échelon local. Bon, c'est en train de se mettre en place. Bon, il y a sûrement un besoin d'intégration beaucoup plus importante de ce niveau de base. Mais enfin, la coordination, elle existe. Et si vous voulez, ce n'est pas une coordination cosmétique. Quand vous allez au COUN ou quand vous allez au COUD, moi j'y suis allé, je vais y retourner là d'ailleurs, je vais à Jérémy dimanche, c'est des centres de partage d'informations, c'est des lieux d'enregistrement des ONG, vous n'avez pas des gens qui passent dans tous les sens et qui font ce qu'ils ont envie de faire. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point aussi, alors peut-être je m'avance un peu, mais j'ai un peu le sentiment, quand on voit l'importance, l'ampleur des dévastations, que c'est pas le trop-plein qui pose problème. C'est peut-être des présences, notamment en ressources humaines, insuffisantes, parce que il n'y a pas eu, à ma connaissance, du tout de grands déferlements d'ONG. C'est pas le cas. En tout cas, OCHA en a recensé 76 acteurs humanitaires sur le terrain. C'est pas très significatif. Et ce qui se passe, c'est que ce que l'on voit, c'est que ce sont des ONG qui travaillent sur du développement, qui ont changé le logiciel pour passer en mode urgence, mais avec aussi des limitations, et notamment des limitations ressources humaines, et puis je pense aussi des limitations financières. Donc, je dirais la question du trop-plein, à mon avis, ne se pose pas. La question de la coordination, elle est traitée. Ça ne veut pas dire qu'elle soit optimale, mais elle est traitée. Et je crois que tout le monde a quand même beaucoup appris de 2010. Il y a une vraie volonté de se coordonner. Et j'ai tendance à dire, enfin, en tout cas, j'espère, c'est la vision que j'ai, que dans ces deux départements où il n'y a pas énormément de projets de développement, nous allons pouvoir justement travailler les uns et les autres main dans la main. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire, mais c'est ce que doit faire aussi la coordination au niveau régional et national. D'où l'importance d'avoir quand même un plan de reconstruction de ces deux régions. Alors, vous travaillez étroitement avec le gouvernement sur le terrain, on peut le dire, hein. Mais absolument, enfin, je veux dire, vous voyez, là, il y a quelques minutes, j'appelais le directeur général de la DINEPA pour lui signaler une difficulté, mais bon, mais les équipes, oui, travaillent directement en liaison avec le gouvernement, oui. Oui. Donc, Madame l'ambassadeur, on gère à présent l'urgence, mais vous pensez qu'il est essentiel à ce qu'on travaille aussi pour la reconstruction, que la reconstruction réussisse dans ces départements ravagés par l'ouragan Mathieu?
Et moi, je pense qu'il est impératif. Je pense d'abord que le défi est énorme. Ce sont des défis cumulatifs. Il faut traiter l'urgence immédiate. Il faut traiter, on va dire, la post-urgence, c'est-à-dire assurer le maintien d'accès à l'eau et à la nourriture pendant un temps suffisamment long. En même temps, il faut aider la population à reconstruire son toit. Et il faut remettre en état minimum de services publics, c'est-à-dire au fond, ce qui est fondamental, les écoles. C'est quand même très compliqué. Ça nécessite, dirais-je, un vrai, une coordination, mais aussi un plan d'action opérationnel, parce qu'une chose est de donner des directions, encore faut-il vérifier leur application sur le terrain. Ça, c'est compliqué et souvent ça pêche. Chez vous comme chez nous, si vous voulez. Mais ça, c'est vraiment important. Et là, on se heurte à des données structurelles haïtiennes qui sont celles de la faiblesse de l'État, et de l'organisation territoriale de l'État. Là, je crois qu'il y a une fois de plus une démonstration au moment d'une crise, de la faiblesse de l'organisation territoriale de l'État et puis de pouvoirs locaux qui sont défaillants et les maires viennent juste de s'installer et les autres élus sont toujours pas élus. Enfin les autres niveaux sont toujours pas élus. Donc tout ça c'est quand même très très compliqué. Hein. Donc, pensez vraiment qu'il est important qu'il y ait une bonne coordination pour que vraiment cette reconstruction, notamment le programme d'urgence réussisse, mais aussi le programme de la reconstruction. Mais je pense que les défis sont très importants. Deuxièmement, il y a un autre niveau de coordination, si vous voulez. Il faut que ceux qui travaillent sur l'urgence travaillent aussi avec ceux qui pensent la reconstruction. Tout ça dans un espace-temps réduit. Haïti n'est pas seul là-dedans, c'est aussi le travail qui se fait avec les partenaires, hein, bien sûr, sachant que les évaluations elles viennent des différents ministères. Mais donc il y a un puzzle quand même qui est compliqué à mener. Mais moi je pense en gros, et je m'avance peut-être un peu, mais je pense qu'il est impératif, par exemple, que les enfants puissent reprendre le chemin de l'école au plus tard au 1er janvier, et qu'il est impératif que la population ait, comme vous l'avez dit, un début ait des soutiens pour un début d'économie, qui soit pas uniquement une économie sur la circulation de produits importés, je veux dire. Et ça, je veux dire, c'est un peu les deux conditions, me semble-t-il, pour que les gens restent, parce que si la situation est extrêmement difficile, il y aura forcément un appel vers les villes. Alors sans doute moins pour les paysans qui vivent dans les mornes et qui étaient déjà quand même dans une quasi-autarcie, mais pour les autres, dire si vous ne pouvez pas scolariser vos enfants et si vous n'avez pas un peu d'argent, on veut dire et des outils pour replanter, comment allez-vous vivre, sauf à tomber dans un assistanat? Et ça, je crois que le gouvernement a très très clairement dit qu'il voulait pas cette option et que de toute façon les circonstances ne vont pas dans ce sens-là, parce que aujourd'hui nous ne sommes pas dans une situation où il y a un déversement massif d'aide sur le pays. Alors, concernant la distribution de l'aide humanitaire sur le terrain, il y a beaucoup de critiques concernant ce gouvernement. Il y a des parlementaires qui lancent de véritables missiles contre le ministre de l'Intérieur qui est interpellé, le président Prévert, etc. Tout le monde dit que le gouvernement est en train de gérer la question de la distribution de l'aide avec vraiment un souci d'appui politique partisan, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, comment ce dossier est-il perçu par la communauté internationale? Je sais que la France n'est pas impliquée directement dans la distribution de l'aide sur place. La France n'est non plus pas impliquée ni directement ni indirectement dans les batailles politiques qui semblent être parfois une maladie fondamentale, je dirais, d'Haïti. Donc je crois que il me semble, eu égard, je dirais, à la gravité de la situation, eu égard aux populations en détresse, je pense que vraiment, il
il serait important, il serait bienvenu que, je veux dire, que les hommes et femmes, enfin les hommes politiques, j'allais dire hommes et femmes politiques, mais les femmes politiques, il y en a pas beaucoup. On les cherche, si vous voulez, soient plutôt tous tendus à essayer d'améliorer la situation, mettre leurs efforts, leur énergie, leur capacité d'expression à améliorer les choses plutôt qu'à être dans la critique permanente. Alors ensuite, que ce soit, moi je n'ai aucun élément pour juger de telle ou telle allégation, je dirais, et ce n'est pas, ça rentre pas dans mes compétences, et je me garderai bien, si vous voulez, je le répète, de rentrer dans ce qui me paraît relever de bataille politique. Alors, en ce qui concerne tout ça se déroule dans un contexte électoral. On aura des élections le 20 novembre. Je sais que la France soutient l'organisation de ces élections. Ah, totalement, oui. La France soutient comme l'ensemble de la communauté internationale. Le Core Group s'est d'ailleurs exprimé dans ce sens. On soutient l'organisation des élections. Je crois que la transition, ce processus électoral qui n'en finit pas doit aboutir. Parce que Haïti est dans une situation actuellement d'instabilité dont il importe de sortir avec un président élu et investi l'année prochaine. Ça me paraît fondamental. Je veux dire, on ne peut pas continuer dans une situation de ce type-là. C'est-à-dire, Haïti ne peut pas être une exception, si vous voulez, avec des institutions qui ne sont pas légitimées par le vote. Donc ça dérange. Je pense déranger. Je pense que ça, d'une part, je pense qu'il est clair que, eu égard au défi, parce que la catastrophe est un élément qui s'ajoute à une situation difficile, notamment sur le plan économique, et cette situation, elle est aussi liée à l'instabilité. Il est bien évident, qui voulez-vous qui viennent ici pendant investir ces temps-ci, qui viennent monter des affaires. On est, je le répète, dans une transition, dans le transitoire. Bon, et par conséquent, il faut absolument en sortir, parce que ça fait plus d'un an qu'on est quand même dans ce schéma électoral. Haïti a besoin, comme tous les autres pays, d'institutions qui soient validées par les urnes et donc à même de fonctionner. Et l'étranger, les pays internationaux ont besoin d'interlocuteurs. Et Madame l'ambassadeur, il y a des secteurs qui demandent au CEP de remanier le calendrier électoral. Je sais que c'est une question haïtienne ou haïtienne, mais quand même, je sais que la communauté internationale, vous êtes aussi impliquée dans l'organisation des élections, parce qu'il y a beaucoup de secteurs qui disent il faut que l'échéance du 7 février soit respectée pour l'entrée en fonction du nouveau président élu de la République. Donc voilà pourquoi ils insistent pour que le CEP modifie le calendrier électoral, mais le CEP a dit très clairement qu'il n'a pas l'intention de modifier ce calendrier électoral parce que c'est pas possible maintenant. Écoutez, moi je pense qu'il faut faire, enfin en tout cas, nous faisons confiance au CEP qui travaille sérieusement et je dirais dans la sérénité. Alors ensuite, le CEP a annoncé un calendrier. C'est ce calendrier, il s'est expliqué sur les raisons techniques qui l'ont conduit à élaborer ce calendrier. Voilà, dont acte. Il n'y a pas de. Je pense que ce qu'il importe, c'est que le CEP ait une relation suivie avec l'ensemble des acteurs politiques, dire pour que il n'y ait pas d'incompréhension qui s'installe. Ça, je crois que c'est important. La communication avec les acteurs politiques, elle est importante. Bon, et ensuite, il faut il est important que ces élections se passent le mieux possible, c'est-à-dire un principe, une exigence, mais aussi un principe de réalité.
Parce que la préoccupation, c'est que le président ne pourrait ne pas être installé le 7 février, donc la transition va se poursuivre. Mais sauf erreur de ma part et sous votre contrôle, la Constitution dit que quelle que soit la date d'installation du président, il est réputé être installé le 7 février. Donc là, vous-même, vous appuyez le travail du CEP et vous avez quel appel à lancer à l'endroit des acteurs qui sont sur le terrain mobilisés en ce qui concerne la tenue de ces élections, Madame Elisabeth Bitton-Delegue? Moi, je pense qu'il est fondamental que ces élections se tiennent et il est fondamental que l'ensemble des acteurs jouent le jeu. Voilà, donc et des élections pour qu'elles se tiennent dans des conditions correctes. Il faut d'une part que l'environnement administrativo-juridique soit bon, et je crois qu'il y a un très bon travail qui a été fait par le CEP. Et puis deuxièmement, il faut inciter les gens à aller voter. Et là, je pense qu'il y a encore des marges de progression. Et du côté du gouvernement, il faut que le gouvernement reste en dehors du jeu, si je peux m'exprimer ainsi, pour que les élections soient libres, honnêtes, démocratiques. Je ne pense pas que aujourd'hui l'on puisse accréditer l'idée d'un CEP qui n'ait pas sa totale marge de manœuvre. C'est d'ailleurs pour cela, je crois, qu'il n'est pas critiqué aussi. Alors pour terminer, comment est la situation aujourd'hui en ce qui concerne l'économie, les échanges économiques entre la France et Haïti? Est-ce qu'il y a des entreprises françaises qui sont présentes sur le terrain? Je sais quand même qu'il y a des entreprises françaises qui sont présentes, mais est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui souhaitent s'installer en Haïti? Comment cela se passe, Madame l'ambassadeur? Je crois vous avoir répondu dans mon développement, c'est-à-dire que oui, il y a des entreprises qui sont intéressées. Moi, j'étais à Paris cet été au moment de la conférence des ambassadeurs et j'ai reçu toute une série d'entreprises, mais tout le monde regarde l'évolution de la situation politique. Sans stabilité, pas d'entreprises qui franchissent le pas, d'une part, et d'autre part, le calendrier que nous avions élaboré antérieurement, visant à avoir des délégations ici, un forum des affaires, on l'a évidemment décalé. Non, pas à cause de Mathieu, à cause de la situation, à cause du processus électoral. Voilà, donc bon. Un certain nombre d'entreprises, moi je suis heureuse de voir que des grandes enseignes, des grandes entreprises, des grands groupes ont mis le pied en Haïti, qu'il s'agisse de Vinci, qu'il s'agisse de Bolloré. Donc ça c'est important parce que ça vaut toujours un peu locomotive. Encore faut-il qu'ils puissent travailler sereinement dans un climat de sécurité juridique. Donc ça c'est un autre volet. Il y a encore beaucoup à faire et notamment sur le plan législatif. Et donc on attend qu'un Parlement qui légifère. La situation ne s'est pas vraiment prêtée jusqu'à maintenant. Et puis avoir des perspectives. Et les perspectives, c'est quelles seront les grandes directions dans lesquelles le nouveau gouvernement, le nouveau président entendra orienter le développement d'Haïti. Merci beaucoup, Madame l'ambassadeur Elisabeth Bitton-Delegue, ambassadeur de France en Haïti, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous suivez l'émission Enjeu. Notre deuxième invité, l'ancien ministre des TPDC, Franz Verhela, qui a présenté qui a parlé de la situation post-Mathieu lors d'un point qui s'est déroulé au Centre de convention et de documentation de la Banque centrale. On va faire le point avec Monsieur Franz Verhela. Ingénieur Franz Verhela, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu sur RFM. Bonsoir. Alors, ingénieur Franz Verhela, ancien ministre des TPDC, donc ce qui s'est passé dans les départements affectés par l'ouragan Mathieu est vraiment terrible. Le ministre de l'économie et des finances a parlé d'1,9 milliard de dollars américains de pertes. Donc, ce sont des chiffres qui donnent le frisson, vu l'état lamentable dans lequel se retrouvait déjà l'économie nationale. Donc, des milliards disparus, c'est énorme pour le pays. C'est des milliards, ouais. Et encore, il y a des estimations
les différents services de l'État, travaux publics, agriculture, commerce, industrie, CNIGS, éducation, santé ont procédé à des évaluations environnement. Ils ont procédé à des évaluations et ils ont pu sortir des coûts. Dans certains cas, les coûts sont corrects. Dans certains cas, personnellement, je pense que c'est sous-évalué. En particulier, les dommages liés à l'environnement qui sont estimés à près de 750 millions de gouttes. Ces dommages sont vraiment sous-estimés. Dommages et pertes liés à l'environnement sont sous-estimés. Donc vous pensez qu'on peut aller vraiment au-delà des 1,9 milliards de dollars annoncés par le ministre des Finances? Oui, en particulier, comme je vous le dis, et les pertes et dommages liés à l'environnement sont beaucoup plus importants que ceux qui ont été présentés. Alors, le gouvernement a présenté l'état de la situation, ce qu'on a fait, etc., pour venir en aide aux sinistrés. Mais maintenant, après la gestion de l'urgence, il va falloir recapitaliser, il va falloir réhabiliter les infrastructures, etc. Et je pense que ça, c'est un dossier extrêmement complexe vu l'état de la situation économique. Oui, c'est un dossier, comme tu le dis, effectivement complexe. Et je pense que bien au-delà de cela, Haïti est entré dans une phase nouvelle. Et donc, il faut une pensée tout à fait neuve pour résister à ce qu'on pourrait appeler la barbarie ou le chaos qui, en général, suivent les catastrophes naturelles. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder 6 ans après le bas de la ville à Port-au-Prince ou bien en allant sur la côte des Arcadins, regarder l'espace qui s'appelle Canaan, où il y a aujourd'hui une concentration de près de 259 000 personnes. Et donc, dans cette situation, il faut réfléchir aussi lucidement que possible à la construction d'une pensée neuve. C'est-à-dire, il faut avoir le courage de faire la rupture. Il ne s'agit pas, dans le cas qui nous intéresse pour le sud, la Grand'Anse, ni pour le nord-ouest, il ne s'agit pas de réhabiliter. Il faut aller au-delà de cela, c'est-à-dire il faut être capable de faire le choix de la rupture, c'est-à-dire et d'aller vers carrément la refondation de la nation haïtienne. Alors, dans la pratique, qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau de ces régions affectées par l'ouragan Matthew? Je sais on gère toujours la question de l'urgence, mais dans la pratique, qu'est-ce qu'on pourrait faire, selon vous, dans l'immédiat pour relancer l'économie dans ces zones, etc.? Pour la stratégie de court terme, il y a des ressources qui ont été allouées par la banque via une assurance pays que nous avons. Il y a des ressources qui ont été aussi allouées par l'Union européenne, près de 20 millions d'euros. Ensuite, il y a d'autres ressources qui vont venir de la Banque mondiale. Il y a une réunion du conseil d'administration de la Banque mondiale, disons au début du mois de novembre, et ils vont décider quelle va être l'allocation à Haïti. La BID pourrait se mouvoir rapidement, mais en général, elle se meut rapidement quand il y a une déclaration pour dire que c'est l'urgence et qu'il y a l'état d'urgence. Donc, mais cette déclaration n'existe pas, donc on ne sait pas comment ils vont faire. Mais il y a une volonté extrême de la part de la BID d'accompagner Haïti dans cette catastrophe. Donc, vraisemblablement, nous allons obtenir un certain nombre de ressources. Nous allons obtenir aussi l'appui d'autres organismes des Nations Unies, etc. Mais il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire très rapidement. À mon avis, on devrait aller dans 4 directions essentielles. La première et la plus importante, c'est qu'il faut freiner l'insécurité alimentaire. On n'en parle pas beaucoup, mais dans 3 mois, ça va être la catastrophe si les paysans ne peuvent pas avoir des récoltes rapidement qu'on peut obtenir en 3 mois. Et donc il leur faut des semences, des engrais, tout en sachant que, tout en faisant attention à ce que les prix des semences ou des engrais ne grimpent
pendant les 3 semaines qui vont venir. Et donc, il faut freiner l'insécurité alimentaire. Il faut aussi apporter de l'aide alimentaire. Et l'idéal, ce serait que cette aide alimentaire provienne non pas de produits importés, mais des productions dans d'autres régions du pays pour encourager la production. Ça, c'est le premier axe. Un deuxième axe important, c'est qu'il faut stabiliser des infrastructures qui ont été fragilisées. Sur la côte sud, disons, sur l'espace compris entre Saint-Jean-du-Sud, Port-Salut et les Anglais et Tiburon, les Dominicains ont fait une intervention et ont réparé quelques infrastructures. Mais ça ne devrait pas s'arrêter là. Il y a des régions qui sont tout à fait délaissées. Je pense principalement aux espaces compris entre Jérémie et Abricot, ou bien l'axe Dame-Marie, Chambellan, Moron, Dame-Marie, les Irois, Ansdeno, etc. Et il y a une petite traversée qui s'appelle Carcasse. Là aussi, ça doit être une occasion pour faire la percée à Carcasse, de manière à faciliter les échanges dans ce qu'on pourrait appeler le Grand Sud. Parallèlement, il y a d'autres régions qui sont tout à fait délaissées, mais qui ont aussi subi les dégâts, disons, les effets de Matthew. C'est les espaces compris entre l'asile, Changieu, Trois-Mangos, Plaisance du Sud et puis Baradère. Traditionnellement, il y a, même quand Baradère fait partie des NIP, même quand Plaisance du Sud fait partie des NIP, on ne peut pas directement aller dans ces espaces en étant dans les NIP. Ensuite, entre l'asile et Ansavo, là aussi c'est très difficile. Le monde qui est le monde Thibaudet, le nom dit ce que ça veut dire. Et puis il faut être capable de Lièvre à aller à Plaisance du Sud. Là aussi c'est un casse-tête chinois. Donc et puis l'asile avec la grande rivière de Nib qui donc il y a beaucoup de choses à faire pour, disons, faciliter l'accès de l'aide. Il y a par exemple l'axe entre Kafou, Charles et Corail, ou bien Kafou Zaboka pour aller à Pestel. Tout ça, c'est traditionnellement l'axe Kafou Charles pour aller à Corail est délaissé parce que les gens préfèrent ne pas avoir de route dans cette région pour pouvoir faire du charbon à gogo et le transporter par bateau à Port-au-Prince. C'est pareil aussi pour Baradère, c'est-à-dire que les élus locaux, tant à Baradère qu'à Corail, sont les principaux armateurs dans le transport du charbon. Et puis, il y a d'autres services essentiels, l'eau, l'électricité, qu'il faut rétablir rapidement. Il en est de même des services de base, genre santé et éducation. La question de l'éducation est fondamentale parce que si on veut avoir des élections, moi j'avais écrit 12 pages pour dire pourquoi je n'allais pas voter, mais ça c'est une autre histoire. Donc, mais si on veut avoir des élections, il faut réparer rapidement ces écoles qui étaient censées être des centres de vote. Donc, et il y a plus de 200 à réparer et il faut le faire en moins de 15 jours, dans les 15 jours qui viennent. Donc, c'est les choses qu'il faut faire très rapidement. Mais un dernier point qui est fondamental dans le court terme, c'est la création d'emplois. Donc, il faut des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, tant dans la gestion des déchets, le nettoyage des rues, le curage de canaux de drainage ou de canaux d'irrigation. Et il faut aussi des travaux à haute intensité de main-d'œuvre pour reboiser. Je vous disais tout à l'heure que les dégâts causés à l'environnement, en particulier dans le Macaya, sont importants. Des endroits qui traditionnellement produisaient beaucoup de charbon comme Catino, Fonticac, pratiquement il n'y a plus d'arbres. Et entre Plaisance du Sud et Baradère, c'est exactement aussi la même situation. Donc il faut vraiment reboiser rapidement. Et là, il y a une possibilité de donner des revenus rapidement aux gens
en s'engageant dans des travaux de reboisement. Mais surtout, la chose fondamentale, il y a des récoltes qui sont faciles en 3 mois, genre patates ou bien petit chandelle, petit 3 mois, etc., qu'il faut rapidement planter pour améliorer les revenus des gens. Voilà ce que je pense qu'il faudrait faire à très court terme. Est-ce que ça, sur le long terme, vous avez une question? Oui, ce que je voulais dire, c'est que est-ce que ça va nécessiter quand même des fonds importants pour réaliser tout ça, Franz Varela? L'État haïtien a beaucoup d'argent, contrairement à ce qu'on pense. Ça te fait rire, mais quand par exemple un État veut construire à Port-au-Prince un aéroport de 245 millions de dollars, il faut croire que cet État a quelques sous. Donc, et ensuite on a reçu de l'aide. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que cette aide doit être utilisée de manière efficace, de manière à ce que nous ayons beaucoup plus d'aide. Évidemment, si par exemple on regarde l'état de délabrement, l'état de pauvreté extrême dans laquelle se trouvaient les gens avant le cyclone, et certainement ces montants sont dérisoires. Et donc il faudrait beaucoup plus. Mais pour convaincre la communauté internationale pour avoir accès à l'aide, en particulier l'aide budgétaire, il faut une certaine discipline tant fiscale que budgétaire. Ensuite, parallèlement, il faut être capable d'attirer des investisseurs, tant nationaux qu'étrangers, et en particulier dans des secteurs comme le tourisme ou l'agriculture. Maintenant, il faut un cadre légal, un cadre institutionnel, il faut la stabilité politique. Mais si on n'a pas ça, on ne pourra jamais avoir ces fonds qui nous font cruellement défaut. Alors, concernant la stratégie à long terme dont vous avez parlé, qui devrait l'élaborer selon vous, c'est le pouvoir avec la société civile, les élus locaux. Comment harmoniser tout ça, Franz Varela? Mandela avait coutume de dire qu'une vision qui ne s'accompagne pas d'action, c'est un rêve. Mais des actions sans vision, c'est plus grave. Et donc, si on veut faire quelque chose de sérieux, c'est-à-dire accompagner cette région dans une stratégie de développement durable, le premier élément à faire, c'est sur le long terme, c'est mieux gérer les risques. Mieux gérer les risques, ça veut dire bien connaître les aléas. Nous ne connaissons pas les flux dans les différents cours d'eau ou ravines. Nous ne connaissons pas les enjeux, c'est-à-dire que, vous voyez, dans cet exercice, l'Institut haïtien de statistique est singulièrement absent, mais si vous allez en République dominicaine, vous allez voir que des petites régions ou des régions pauvres comme Elias Piña ou Barahona ou une région un peu plus riche, San Juan de la Maguana, ils ont tous toutes les données pertinentes pour pouvoir analyser une situation avant et une situation après catastrophe. Nous, il est très difficile pour nous d'analyser une situation après catastrophe puisque beaucoup de données sur la situation avant manquent. En particulier, nous n'avons pas ce que les Américains appellent un household survey conduit par l'Institut haïtien de statistique qui pourrait nous dire exactement l'état de la situation à l'instant T0. Donc, il faut bien connaître les enjeux. Ensuite, en dehors de ça, il faut en même temps élaborer des plans de prévention des risques. Ça devrait être une responsabilité de la délégation ou des municipalités. Associé à ces plans de prévention des risques, des plans de secours qui marchent. Je vous ai donné l'exemple des abris provisoires qui ont été emportés par le cyclone. Et puis surtout, ce qu'il faut, c'est former et informer la population. Former la population à travers une éducation environnementale et sociale et civique. Ça se fait surtout à l'école. Et en même temps, il faut aussi informer la population quand par exemple il y a une catastrophe qui s'annonce. Voilà, donc tout ça il faut le faire. Mais ce que je pense être fondamental, c'est que sur le long terme, ce qu'il faut dans ce pays, c'est contrecarrer la centralité de Port-au-Prince. Aujourd'hui, après le cyclone et aussi après
le tremblement de terre, il y a eu des flux importants de migrants vers Port-au-Prince. Il faut contrecarrer cette centralité de Port-au-Prince. Et pour ça, il faut construire une véritable alliance régionale, c'est-à-dire autour de 3 pôles, pour prendre l'exemple du Sud, Miragouane, Jérémie, Les Cayes. Maintenant, il ne faut pas que Les Cayes deviennent une mégalopole et une mégapole, et puis on retrouve aux Cayes les mêmes défauts que l'on reproche à Port-au-Prince. Donc, il faut être capable de contrôler l'urbanisation et anarchique. Parce que si on fait des distributions de nourriture essentiellement aux Cayes ou à Jérémie, les gens vont tous venir aux Cayes ou à Jérémie, mettre leur tente, ne serait-ce que pour avoir de quoi manger. Et après, ils ne vont pas retourner chez eux. Ils vont continuer, ils vont rester là et il faut empêcher ça. Donc, l'aide doit être distribuée aussi dans les villes de province. Mais maintenant, il faut autour des Cayes et il faut autour de Jérémie ou de ce qu'on appelle dans le jargon urbanistique des villes tampons, c'est-à-dire des villes qui sont là pour absorber les migrations. Je pense par exemple à Torbec, Djissi, Chantal, Campérin, Cavaillon, si on prend autour des Cayes, ou bien à Damary, Abricot, Chambellan, Moron, Léon, si on prend par exemple l'espace autour de Jérémie. Il faut faire de ces espaces de vraies villes, c'est-à-dire avec des espaces verts, des hôpitaux qui fonctionnent, des écoles qui fonctionnent, des centres professionnels qui fonctionnent, des espaces verts. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, quelqu'un qui habite à Torbec ou à Chantal, il va envoyer son enfant à l'école, au Cayes. Pourquoi? Parce que l'école secondaire, il ne fait pas confiance à l'école secondaire qui se trouve à Djissi ou à Chantal. Donc, il veut avoir accès à une éducation de qualité. Et donc, pour ça, même quand, par exemple, il habite à Laurent ou bien à Bergeau, pour prendre des exemples, ou bien à n'importe quel endroit, l'espace comprendre Cavaillon et Les Cayes, ben, il veut accéder à l'enseignement de qualité qui se donne au Cayes. Il n'y a pas d'enseignement de qualité autour. Donc, évidemment, il y a de très bonnes écoles dans certains espaces. En particulier, l'école secondaire à Campérin est l'une des meilleures écoles de la République. Mais c'est un cas unique. Il faudrait reproduire à Maniche, reproduire à Torbec, reproduire à Cavaillon ce qui s'est passé à Campérin, c'est-à-dire avoir une école de qualité. Regardez la quantité de jeunes bien formés qui sont sortis de Campérin. Donc, cette expérience, on doit la renouveler. Ensuite, à Bonnefin, il y a un hôpital de qualité. Les gens viennent de partout pour aller à Bonnefin. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que si, par exemple, j'habite Duchiti ou si j'habite Kafouchal ou Kafouzaboka, je dois aller à l'hôpital, je dois aller à Beaumont. Mais l'hôpital à Beaumont, ça laisse à désirer. Donc, on doit construire des hôpitaux de qualité. C'est ce que j'appelle construire de vraies villes. Des vraies villes avec des espaces verts, etc. Et profiter de cette catastrophe pour transformer cette catastrophe en opportunité. Maintenant, si par exemple à Djissi, Chantal, Campérin, Maniche, il y a de vraies villes, les paysans, ils vont essayer de venir dans ces villes. Là aussi, il faut aller d'abord vers ces paysans. Et donc, en clair, il faut donner des revenus à ces gens, leur donner des opportunités, leur donner accès à un certain nombre de services de base. Donc, en clair, si nous devons faire quelque chose dans le Grand Sud, le premier axe et l'axe le plus important, c'est la lutte contre la pauvreté. C'est-à-dire, il faut aller directement chez les paysans et chez les paysans les plus pauvres. C'est là qu'on doit commencer. Ensuite, après, il faut construire une vraie classe moyenne. Et donc, à ce moment-là, on pourra consommer, etc. Et donc, les gens d'affaires pourront gagner de l'argent. Mais, moun qui gagne comme en Haïti, il est exactement contre ça.
Donc il faut, pour réaliser tout, pour aboutir à ce développement durable dont vous souhaitez, il faut un véritable consensus et aussi la volonté politique, parce que nous sommes dans un contexte avec un gouvernement de transition, des élections bientôt, l'arrivée prochaine du président de la République l'année prochaine, en 2017. Donc selon vous, est-ce qu'on devrait attendre l'arrivée du président élu pour élaborer un tel plan? Comment réaliser, comment faire, Franz Varela? Bon, je vois que tu es toujours d'un optimisme débordant. C'est-à-dire, tu penses que le 7 février, on aura un président élu. Moi, j'aimerais bien, mais je suis pas si sûr. Bon, mais ça, c'est une autre histoire. Mais dès maintenant, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire très vite. Et, par exemple, la distribution de l'aide. Tout le monde voit que c'est le chaos. Maintenant, lutter contre le crime organisé, lutter contre cette mafia qui accapare l'aide, c'est des choses que nous pouvons faire dès aujourd'hui. En quelques semaines, les prix de la tôle ondulée ont grimpé. Là aussi, c'est des choses qu'on peut corriger. Il faut une intervention de l'État. Une intervention de l'État pour lutter contre des activités génératrices de rente exagérées. Dans une situation pareille, c'est pas le prix de la tôle ou le prix de l'eau potable qu'il faut augmenter de 25 ou de 30%. Ensuite, d'une manière générale, il y a une opportunité extraordinaire pour construire un vrai État déconcentré et encourager la décentralisation. Les municipalités n'ont pas de moyens. Elles n'avaient pas beaucoup de moyens avant, puisque leurs recettes étaient basées sur la contribution foncière des propriétés bâties, sur la patente ou sur l'impôt sur le revenu. Aujourd'hui, bon, il n'y a plus de commerce, donc il y a zéro patente, il n'y a pas de revenu, donc il n'y a pas d'impôt sur le revenu, et contribution foncière des propriétés bâties, il n'y a plus de propriétés bâties. C'est-à-dire, pour prendre un exemple, entre Chardonnière et Port-à-Piment, pendant 4 minutes avec une caméra, j'ai retrouvé aucune maison debout. Donc, comment, par exemple, un maire à Chardonnière ou un maire au Coteau ou à Roche-à-Bateau va avoir des revenus? Il n'en aura pas. Donc, on doit profiter de cette catastrophe, ce malheur, pour transformer ce malheur en une opportunité. C'est-à-dire donner aux mairies des capacités et surtout leur faire participer. Bon, et ça demande une volonté politique compliquée. C'est-à-dire que il y a des maires qui ont tête calée, il y a des maires qui la valassent, il y a des autres qui ont l'autre bagaille, il y a qui la paient. Donc, comment s'en sortir? Le gouvernement de transition doit avoir le courage de travailler avec toutes les municipalités, quelle que soit leur tendance politique. Ensuite, il faut faire des réformes. Ensuite, il faut veiller à ce que la goutte qu'on ne se retrouve pas dans une situation avec $1 qu'il faut 80 gouttes. Maintenant, pour empêcher ça, il faut au gouvernement de prendre un certain nombre de mesures concernant les dépenses de l'État, qui en général sont des mesures très impopulaires. Mais d'une manière générale, ces mesures ne doivent pas marginaliser les pauvres encore plus, même quand, par exemple, ces mesures sont nécessaires, mais elles ne doivent pas marginaliser les pauvres. D'accord, merci Franz Varela d'avoir été l'honnête invité à notre émission aujourd'hui pour parler de ce thème important, le travail de la reconstruction dans les départements affectés par l'ouragan Mathieu. Merci beaucoup. Merci, ok, à bientôt. Alors, vous suivez l'émission Enjeu. Nous avons avec nous l'ancien secrétaire d'État à la production animale, Michel Chancy. Nous allons parler quand même de tout ça qui passé au niveau de Cheptel-là, une région qui est affectée par l'ouragan Mathieu, et puis que ça a fait quand même pour la réhabilitation. Michel Chancy, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Bonsoir, merci pour l'invitation. Moi, salut tout auditeur et moi, je suis très content avec nous là. Alors, Michel Chancy, nous connaissons que ça passe un département qui est affecté par l'ouragan Mathieu. C'est inimaginable en termes de pertes qui est enregistrées au niveau de Cheptel-là. Est-ce que nous sommes capables d'avoir une idée de situation? Bon, alors, actuellement, je travaille avec l'université Kiskeya dans et faculté d'agronomie et de la science de l'environnement.
Et de là, avec une série de partenaires, bon, nous essayons de prendre des contacts, nous essayons de travailler qui ça qu'a fait, et entre autres, un grand partenaire, nous gagnons, c'est Fédération nationale des maires haïtiens. Et donc, vraiment, j'en dis ça qui est grave avec ça qui passe, c'est que c'est cœur du système productif haïtien dans la région qui frappe, ça veut dire agriculture, élevage, la pêche. C'est activité ça qui t'a produit plus richesse, c'est yo qui était principal moteur de l'économie régionale là. Et donc, qui c'est pour partie nord-ouest tout qui frappait, c'est essentiellement élevage cabrit qui était activité monio et c'est lui qui frappait en grande quantité. Donc ça veut dire là, quand on paysan qui dit bon et toi tu qu'à moins aller même t'es qu'à vendre deux bœufs là et puis me refait toi tu as même pas qu'à faire encore parce que banque moins cassé, banque moins l'écraser parce que c'est bête là c'est lui qui banque paysan. Donc ça veut dire dernier ressource mon nan te gagné des petits cob était serré, c'était non bœuf, c'était dans cabrit et bien il perdu donc on y a là il perdu tout. Alors, est-ce que nous sommes capables d'idée quand même de qui bête qui bouille plus? Nous connaissons cochon, c'est important. Nous connaissons bœuf, c'est important. Cabrit, c'est important. Est-ce que nous avons une idée générale? Alors, faut me dire que toute zone ça, grand dans sud et nord-ouest, c'est des zones d'élevage très importantes. Et si vous regardez bien, là, entrer dans le market ou le n'importe marché public, toute viande bœuf que vous joignez dans le pays, c'est Haïti le produit. Côté nous, on va pas produire une série de bagailles, mais si c'est pour viande bœuf, viande cabrit, c'est nous qui produisons. D'ailleurs, nous-mêmes exporter et cabrit vers la République dominicaine, près de 50 000 têtes cabrit. Donc, au niveau de pays, on a parlé d'à peu près 1,2 million bœuf que nous gagnons. Nous gagnons près de 3 millions cabrit. Bête ça y est produit en pile et toute Port-au-Prince, toute ville-province, c'est bœuf qui sorti dans différentes régions ça yo qui approvisionné viande que n'a mangé dans tout grand hôtel, restaurant et tout le monde depuis pas chez viande bœuf, c'est viande haïtien. Donc nous t'es une population qui était dépassé les 150 000 bœufs dans le département sud et puis près de 80 000 bœufs plus que 80 000 bœufs dans Grandance seulement. Ouais. Et le moniodo et que nous te gain cabrit tout environ aux environs de 150 000 cabrit dans chaque département ça yo. Et chiffre ça yo nous vérifier yo avec campagne d'identification de fait pour bœuf yo parce que nous gain registre et ministère de l'agriculture te font travail et côté pays a disposé d'un registre national côté nous gagner numéro tag de plus de 120 000 bœufs dans le département sud seulement. Ça veut dire numéro tag là, numéro carnet bœuf là avec nom propriétaire, numéro signe propriétaire, adresse propriétaire. Nous avons près de 80 000 éleveurs qui recensés dans le département sud côté et pays à disposer des informations précises sur chaque monde ni dans le sud, ni dans Grandance et ni dans tout pays à net. Donc ça veut dire c'est des chiffres qui plus ou moins vérifient quantité bœuf que nous gagnons dans le pays. Et c'est même méthode ça que yo été servi pour estimer quantité et cabrit même si on pas identifié cabrit mais recensement qui était fait en 2009-2010 ben nous plus ou moins en précis qui quantité cabrit qui était gagné. Donc dans zone ça yo gain plus ça dépend de localité yo mais témoignage enquête qui fait selon ça m'entendez selon ça chiffre ministère de l'agriculture a publié que près de 70-80% cabrit qui disparaissent dans série de zones. Pour bœuf là, il pas un pourcentage aussi élevé, mais quand même, l'autant des 30, 40, 50% bœuf à les non-localités, c'est gros quantité d'argent. C'est ça qui fait que dans le rapport que le ministère a sorti, un rapport partiel, il parlait de l'équivalent de 4,6 milliards de gouttes de bêtes qui perdues, ça veut dire plus de 70 millions de dollars américains. C'est en pile richesse qui disparaît. Et surtout, son richesse qui t'a produit. Parce que le yodo que, qu'on nous t'a estimé à 100 000 cabrit qui mourit, là-dedans, yo, faut même moitié là-dedans, c'est ta maman cabrit. Maman cabrit, ça yo t'es produit dans l'année entre 3 à 4 cabrit. Donc, ça veut dire, faut t'as compter tout petit cabrit qui pas fait année ça, dans perte tout, comme des pertes dans richesse. Qui c'est capable de faire justement? Parce qu'on travaille avec, on sait de l'autre groupe, dans la société civile, dans l'université, et comment nous capables de réhabiliter le secteur chez tel qui est vraiment très affecté par Ouragan Mathieu? Qui c'est capable de faire, je dis là? Donc, avec protection civile, nous faisons pile expérience déjà
pour essayer d'identifier les gens qui plus victimes avec autorités locales, avec agents vétérinaires. Nous avons un pays à disposer d'un réseau national d'agents vétérinaires, plus de 1500 agents vétérinaires, il y a au moins 3 dans chaque section communale, pour nous capables d'encadrer les gens qui peuvent recevoir le premier cabrit. Donc l'idée c'est de bénéficiaires soit une ou bien 2 mamans cabrites, et puis lui-même la prend engagement pour que d'ici 1 an, ils remettent on l'autre bénéficiaire même quand c'était cabrit il te recevoir. S'il te recevoir 2 mamans cabrites, eh bien il connaît en 21 ans 2 mamans cabrites ça yo a bien fait petite parce que n'a pas des mamans qui déjà en âge pour faire petite. 2 mamans cabrites capables de facilement entre 6 à 8 cabrites en 1 an. Eh bien, on va prendre 2 là-dedans, on va bailler l'autre bénéficiaire. Et l'autre bénéficiaire, ça tout, dans 1 an, la baille on l'autre. C'est comme ça que nous pensons que nous avons touché près de 20 000 familles. Ça n'a pas fait un seul coup. Donc, on a commencé avec un premier groupe de 5 000 familles. Et puis après ça, après 1 an, nous prenons l'autre groupe qui fait 10 000. Et puis comme ça, après 3 ou 4 ans, nous arrivons à 20 000 familles. Qui ça prend le bail? Ça prend le bail en contribution pour que famille ça yo même yo relancer activité. Donc c'est pas juste bail cabrit là, c'est faire formation avec yo, une façon pour que yo prend soin cabrit yo puis bien, une façon tout pour que yo planter pour cabrit yo. On tande gen de côté nous si vous allez dans zone là, on va un paquet de jeunes petits plants et banane qu'a reprend après cyclone là. Ah ben faut nous veiller pour cabrit yo pas manger tout petit plan ça yo, qu'on paquet de petits bourgeons de zèbre à pousser tout côté. Donc faut que nous planter tout pour nous capable bail cabrit ça yo manger. Il y a un réseau national Moringa qui lui-même regroupe un paquet d'organisations qui travaillent sur question Moringa benzolive. Il a lancé un appel pour ramasser graines benzolive Moringa pour distribuer. Et semaine passée, il y a une entreprise Moringa Haïti qui a fait cadeau de 50 kg de semences. Même jour, il est arrivé dans la zone port rapidement. Association vétérinaire et Intervet qui a distribué semences à un paquet de monde. Qui pourrait faire que d'ici maximum 2 mois et demi, moun sa yo capable de manger benzolive et bail cabrit tout benzolive. Donc, son programme qui pourrait le faire sous question cabrit là, qui pourrait le faire sous pratiquement au moins 3 ans. Mais nous t'avons commencé des mois prochains avec premier bénéficiaire yo. Qui côté l'a commencé? Bon, comme il y a 6 organisations qui impliquées dans le programme là, qui c'est Université Kiskeya, Université Notre-Dame qui est un campus li Torbec côté yo qui frappe tout. Vétérimed qui c'est une ONG qui est spécialisée dans question élevage ak santé bête. Intervet qui sont association nationale d'agents vétérinaires qui n'ont paquet de communes dans pays et particulièrement dans toute zone côte sud là. Et Coral qui sont l'autre ONG qui travaille tout dans encadrement éleveur yo dans zone nord-ouest et dans zone sud tout. Et puis FENAPOLA qui c'est Fédération nationale producteur de lait haïtien qui lui-même gagne une trentaine d'associations dans environ 35 communes dans le pays qui affectent tout et gagne des laiteries dans la zone Jérémy, Chantal, Torbec, Somaturine et Petite Rivière de Nip, Tigouave, toute zone ça yo gagne des laiteries donc des fédérations producteurs de lait. C'est tout ensemble d'organisations qui mettaient tête ensemble pour nous coordonner programme distribution cabrit. Et donc chaque association prend la priorité qui côté les plus bien implanté, qui côté les cas encadré en mairie ou bien en groupe communal plus facilement et puis aussitôt que fonds yo commence à arriver, eh bien nous pourrons commencer programme là. Donc déjà phase ça que nous parler de 5000 moun pour faire formation moun sa yo encadrement acheter cabrit yo nous besoin pratiquement 66 millions de goudes et là son appel que nous lancer à des bailleurs de fonds à des citoyens et qui y a une contribution qui commence à arriver il y a des moun à l'étranger qui commencent à bailler contribution yo et nous gagnons en France le collectif Haïti de France qui sont un regroupement de associations françaises et haïtiennes qui gagnent un bureau en France yo même yo gagnent temps à ramasser fonds pour nous capable faire programme ça. Au niveau de Miami, il y a un centre là, qui c'est un centre communautaire haïtien qui lui-même tout bail contribution pour si il a mobilisé mon diaspora pour joindre fonds pour appuyer programme ça avec des autres programmes tout. Et puis il y a ici là au niveau Haïti, toute association qui membre consortium ça, Vétérimed, Université Kiskeya a dégagé pour être capable de négocier avec des bailleurs de fonds et avec population pour une contribution. Et nous voyons que en pile monde senti que le programme ça capable de bailler résultat et c'est là nous y est. Donc aussitôt que fonds yo commencé arriver, n'a commencé à faire des monde bénéficier.
Donc nous allons chez Cabrit l'autre côté pour nous aller dans zone ça. Donc moun n'a bail c'est vraiment bénéficiaire, c'est qui est à pied et qui est choisi parce que de toute façon pour somme de pertes qui est enregistrée, chaque monde pas cager dans Cabrit. Évidemment. Donc c'est comité communal là qui pourra faire choix du premier bénéficiaire. Donc comité communal là qui est-ce qu'il y a là-dedans, la présidée par la mairie. Et ministère de l'Agriculture a appuyé et initiative ça parce que c'est sa ministère lui-même qui voulait faire tout. Donc nous allons travailler ensemble avec autorité locale, ministère de l'Agriculture, direction départementale. Nous avons gagné agent vétérinaire qui est dans la commune. Nous avons gagné protection civile qui gagne plusieurs techniciens qui associés à mairie tout qui pourraient participer dans ça. Et puis organisation locale yo si gagne des organisations paysannes. Donc c'est moun sa yo qui commune par commune pour gagner charge pour yo choisir bénéficiaire yo. Nous pourrons proposer certains critères. Par exemple, un critère yo nous dit n'a pas priorité à femme qui est même responsable de en famille et qui encore plus vulnérable par un garçon avec yo. Donc femme c'est yo même qui parle premier bénéficiaire. Nous pourrons proposer 70% de femmes. Nous avons des gens handicapés, nous avons que dans tout le groupe là, que ces femmes, que ces garçons bénéficiaires, que nous avons réservé 10% pour handicapés. Ensuite, forcer des gens qui sont capables de lever cabrit, ou qui sont lever cabrit, parce que nous ne sommes pas capables de des gens qui n'ont jamais l'habitude de lever cabrit. Donc, plus fort paysans habitués avec cabrit. Donc là, c'est quand même un critère que faut nous, ouais. Il faut que les gens aient capacité pour les capables de recevoir ça. Et puis que moun prend d'accord pour prendre engagement. Ça c'est critère que consortium nan pral proposer à comité communal yo. Donc nous avons à peu près 60 à 70 communes dans le pays qui affectées qui étaient susceptibles et rentrer dans le programme ça. Mais c'est sûr que nous-mêmes nous pas de capacité à aller dans 70 communes. Donc nous avons peut-être réduit à ça nous capable pas connaître c'est qu'à 15 20 et avec comité communal là, yo pral faire choix. Maintenant pour acheter cabrit yo Mabdo, et un pile cabrit mourir, mais un pile cabrit qui était dans zone tout. M'te maniche, par exemple, qu'un cabrit. Moun yo perdu, mais qu'un cabrit. Et gen des moun k'ap vendre cabrit yo, pour yo capable réparer, toiture, bien pour yo ka fait, pour un besoin quelconque. Donc, tant pour nous quitter cabrit ça, les Port-au-Prince ça le tuer, eh bien, nous gagnons acheter cabrit ça, dans le même marché local yo, pour rebailler moun qui besoin cabrit. Donc, ça veut dire que, en fonction de zone nan, pour gagner des achats qui fait dans la même zone nan, parce que il y a des marchés qui continuent à fonctionner, il y a des bêtes qui continuent à vendre dans toute commune, dans pile commune, même dans zone affectée yo. Et puis si nous pas joindre, il y a des communes qui pas qu'à joindre quantité cabrit qui ont besoin, et c'est pas comme si nous allons débarquer pour acheter 300 ou 400 000 cabrit, non, c'est un bagage qui peut être fait au fur et à mesure, qui peut prendre plusieurs mois. Donc le ça, il y a une équipe, des comités qui va déplacer, aller dans les autres marchés dans le pays, et puis ils vont obligé à chercher cabrit dans les autres zones. Ils vont rentrer sous Léogane, ils vont rentrer sous Port-au-Prince, ils vont rentrer à Croix-des-Bouquets. Donc ils vont aller dans les autres zones, et puis nous pourrons obligé de transférer cabrit de zone ça. Donc le ça a fait des parcs intermédiaires qui vont recevoir cabrit et puis de là bénéficiaire zone ciblant la bin prend cabrit li et avec un technicien, un agent vétérinaire qui peut l'accompagner pour faire un bon choix. Tout cabrit yo va recevoir vaccin, yo va le déparasiter et moun yo va recevoir anti-formation et là-dedans il y a travail avec eux sur question comment pour yo garder cabrit là, comment pour yo planter, comment pour yo faire un petit abri pour cabrit yo, comment pour yo multiplier cabrit yo plus facile tout bagay ça yo. Alors pour ça c'est cabrit que nous choisit parce que le plus facile ou bien est-ce que bœuf l'a vide après? Bon, et l'organ cabrit premièrement, cabrit vend beaucoup moins cher qu'un bœuf. Ouais, pour toucher plus de monde, obligé de commencer avec cabrit. Et un monde qui gon cabrit, s'il est bien géré cabrit li, après peut-être 2 ou 3 ans, avec même comme cabrit ça qui fait petit, il peut peut-être acheter un bœuf. Donc lui-même il pourra le reconstituer. Nous pas dire nous pas acheter bœuf du tout. Ça pourra dépendre tout de comité communal yo. Si il y a des zones côté, c'est ça yo voulez proposer. Nous devons faire des changements, des adaptations en fonction de réalité zone. Mais au départ, on va me dire que expérience by cabrit après situation de catastrophe, c'est pas la première fois la fête dans le pays. Il gagne au moins on dit une quinzaine d'années, moi même personnellement premier programme ça yo. Bah même qu'à songer qu'il même songer depuis 2004 Jeanne nous participer dans des programmes comme ça qui baillent bon résultat et qui fait que mon yo clair, yo sorti avec un bagage et qui bien adapté. Cabrit sont bêtes, cabrit haïtien.
Son bête qui résistant, même là, elle pas résister à la pluie avec gros cyclone, mais son bête qui quand même résistant à pile maladie. Et les peuplés rapide, nous gagnons un cabrit dans le monde qui fait plus petite. Puis faut cabrit étranger, ils font grande petite. Cabrit haïtien, il fait 2, il fait 3, il fait 4. On cabrit qui pas qu'à faire de petite, il rend dans cabrit haïtien. Donc nous avons un cabrit qui est très prolifique, il faut nous préserver à ça. Nous avons un cabrit qui est adapté à une série de maladies, il pas prend en pile maladie. On série de cabrit étrangers, là nous venons avec eux, ils mourir facile ou bien ils vivent belle mais ils pas jamais qu'à pleine parce que finalement ils pas joindre tout ça ils ont besoin pour être capable en santé. Même là ils paraît belle mais ils pas repeuplé. Donc ça veut dire que nous pral prioriser cabrit haïtien parce que dans le moment ça nous besoin cabrit qui solide parce que conditions pas facile. Et pas dans le moment ça on pral prendre cabrit étranger qui lui-même gain plus exigence alors que nous pas répondre à exigence ça yo. Et de toute façon, dans toute région, c'est Haïti qui gagne plus cabrit. Nous allons chercher cabrit Saint-Domingue, il y a une quantité de cabrit ça. Au contraire, c'est nous qui vendons cabrit. Nous vendons entre 50 à 60 000 têtes cabrit by Saint-Domingue chaque année. Donc, ouais, dans le programme ça, nous avons même besoin de tout ça. Nous avons besoin de 10 000 pour nous capables de faire le programme. Alors que chaque année, Dominicains viennent acheter 50 000 cabrit à Haïti. Régulièrement chaque année pour manger cabrit l'autre bois. Donc, ouais, il y a une possibilité. Avec 3 millions de cabrit que nous gagnons dans le pays, joindre 10 000 cabrit pour commencer le programme ça, c'est pas un bagage qui est tellement compliqué passer ça. Mais ça demande quand même une certaine rigueur. 10 000 cabrit là, combien de copes besoin pour démarrer? Bon, j'aime d'où et nous estimons que besoin de tout programme là, entre acheter cabrit, bailler soin, transporter yo, aider moun yo pour yo capable faire un petit abri pour cabrit yo, formation pour yo, tout programme là nous viser 66 millions de gouttes qui fait environ $1 million américains pour nous capables toucher en première instance 5000 familles qui pral yo même pral toucher après ça on l'autre 15 000 familles au cours des 3 prochaines années. Si nous jouons moins, n'a pas obligé commencer avec moins. Si nous jouons plus tout, tant mieux, n'a va le plus rapide pour que on n'a pas obligé tant de cabrit de faire petit pour y joindre. Mais objectif nous c'est 66 millions de gouttes. Est-ce que nous travaillons tout pour quand même distribution faite à travers tous les départements affectés? Et nous gagnons des priorités. Nous prenons quand même dans les priorités à ces départements sud, ces départements grandance, c'est en partie dans le département nord-ouest. Et nous prenons quand même possibilité pour nous faire intervention dans quelques communes du département de l'ouest. Les NIP aussi affectés. Pardon, t'es oublié NIP avec les sud-est. Mais nous n'avons pas réussi à faire les 7 départements qui sont affectés. Mais au moins, on a essayé de faire 3 ou 4 ans, et nous n'avons pas fait toute commune dans le département. Donc, ça va dépendre tout de relations. Chaque membre consortium a gagné. Il y a des organisations qui gagnent des bonnes bases. Parce que l'important tout que ou joindre une base bien organisée pour le programme ça. Autrement, le programme n'a qu'à passer en gagotte. Donc, et c'est normal que des demandes tout partout, mais l'idée c'est monde qui préparé, monde qui mieux organisé, nous connaît que succès à plat. Donc, et ça peut dépendre tout de quantité ressources, quantité l'argent qui réussit à rassembler. Et ça fait nous dire chaque monde et regardez pour acheter un cabrit. Actuellement, on maman cabrit qui paraît pour le faire petit. Bah il bail prix non parce que prix à son bail qui volatile actuellement, mais en vent cyclone on a besoin de 3000 à 3500 gouttes. Bon, admettons que yo t'a monté 4000 gouttes. Hein, on va un exemple. Eh bien, 4 moun ka mettre ensemble, nous rassembler chaque bail 1000 gouttes et puis nous faisons don de 4000 gouttes. Nous connaissons que voici gagne une famille au moins qui joue dans moment cabrit. Si nous ka rassembler 8000 gouttes, on bail 2 familles ou bien on bail une famille qui a joindre 2 moments cabrit. Objectif nous c'est si le plus de familles possible capable arriver après que cabrit yo fait petite, que yo augmenter quantité cabrit que yo gagne pour yo réserver 4 moments cabrit qui fait petite pour yo tout le temps. Avec 4 moments cabrit, on monde ka espérer gagner entre 20 à 25 000 gouttes chaque année de 4 moments cabrit ça. Pour gagner 4 moments cabrit ka bo 25 000 gouttes, mon cher ka voyer en pile ti moun l'école avec ça si on famille gagne ça. On gagne cabrit pas suffit, nous pas ka bay plus que 2, mais si au bo yon cabrit ou bo 2 cabrit après 1 an et demi ou gagne wa joindre 4 moments cabrit ça ou gagner qui pral permettre tout faire économie. Et ça m'a dit
moi me dis mais tout paysan connaît le plus bien passé. Alors merci secrétaire d'État Michel Chancy du fait que vous avez parlé avec nous aujourd'hui de projet ça et nous espérons que tout secteur est capable de coller pour la mise en œuvre de ce projet très important pour capable venir en aide à monde qui est victime de ouragan Matthew dans le département Grand Sud et puis le département Nord-Ouest qui est très affecté, les NIP, etc. Merci et ancien secrétaire d'État moyen, il y a un secrétaire d'État qui l'a en production animale qui est très mobilisé tout et Maxime estime et que nous travaillons avec elle de façon bien coordonnée parce que l'équipe parle tout a fait un bon travail et donc nous-mêmes c'est un complément que nous avons fait et pour nous collaborer avec le ministre de l'Agriculture, le ministre Guito, toute équipe ministère de l'Agriculture qui est là et qui a fait sacrifice, qui a fait effort par eux, nous-mêmes nous venons simplement porter participation par nous. Donc merci auditeurs et m'espérer que après des gens qui ont contribué, t'as le mabord coordonné et compte en banque si il y a des gens qui veulent faire contribution yo, mais de toute façon, yo capable de joindre toute information tout sur site Vétérimed ou bien sur site Université Kiskia. Merci beaucoup. C'est donc la fin de l'émission Enjeu. Merci de l'avoir suivi. On a eu 3 invités aujourd'hui. Tout d'abord, l'ambassadeur de France, Madame Elisabeth Béton de Lègue, l'ancien ministre des TPDC, Franz Verela, et l'ancien secrétaire d'État à la production animale, Michel Chancy. Une émission globalement consacrée à l'ouragan Matthew, donc les conséquences du passage de l'ouragan Matthew sur Haïti. La reprise de cette édition de l'émission Enjeu est à 4h et à 9h sur RFM 104.9, rfmhaiti.com et aussi sur TuneIn Radio. Bonsoir. Tous les dimanches, 1h, 2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmhaiti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous.